Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents sur cette table ronde autour de la gouvernance ESG. Je suis accompagnée d'intervenants d'exception que je remercie d'être là aujourd'hui, qui ont bravé la pluie et les accidents de taxi. Donc merci. Je vais vous présenter rapidement. Jérémy, vous êtes associé et vous co-dirigez le centre d'excellence ESG de KPMG France. Vous êtes en charge des sujets de durabilité et de reporting extra-financier. Merci d'être parmi nous. Linda, vous êtes responsable RSE et du développement durable chez les Écoles Parisiens. Vous avez passé 20 ans de votre carrière dans des métiers au sein de direction juridique et vous avez aussi œuvré en tant que consultante sur la RSE et le développement durable. Donc, merci d'être présente parmi nous. Et Emmanuel Renaud, vous êtes directeur RSE du groupe MACSF, en charge, donc ça fait 10 ans que vous êtes au sein du groupe et vous avez exercé différentes fonctions au sein de la banque assurance. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous êtes actuellement en train de faire une CSRD avec Greenscope. Je crois que ce sujet vous occupait juste avant d'arriver d'ailleurs. Donc on va essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à ces sujets. D'ailleurs, c'est justement l'objet de cette table ronde, prendre un peu de hauteur. On s'est dit que vous alliez entendre beaucoup parler de la réglementation européenne pendant ce salon Pro Durable. Donc on a voulu se concentrer plutôt sur ce qui nous semble être l'essentiel, donc la gouvernance ESG, parce que finalement, l'ESG, c'est aussi un enjeu très stratégique pour les entreprises, et c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'attentes des parties prenantes autour de ce sujet. Juste pour citer un exemple de partie prenante, aujourd'hui, 53% des consommateurs étudient 2 entreprises concurrentes et leur impact avant de prendre une décision d'achat. Voilà, donc on est là pour parler de ça et pour voir comment la gouvernance et comment la proposition de valeur de l'entreprise, en alignant les intérêts des parties prenantes, peut permettre à l'entreprise de s'inscrire dans une démarche de durabilité sur la durée. Et on va peut-être commencer par définir la gouvernance avec vous, Jérémy, si vous voulez bien. Lourde tâche, bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de gouvernance, en fait, on parle d'un système de règles, de pratiques, de processus qui définissent comment on dirige une organisation et comment on la contrôle. Bref, on parle de prise de décision, on parle de répartition des pouvoirs et on parle de protection des intérêts. Quand on cherche à définir un petit peu dans la littérature ce qu'est la gouvernance. Et on arrive souvent à un mot valise qui réduit souvent la gouvernance au binôme qui est formé par le board, le conseil d'administration et le comité exécutif, bref, ce lieu un petit peu feutré dans l'imaginaire collectif où on va prendre les grandes décisions et on va s'assurer que l'on fait perdurer à la fois la création de valeur pour les actionnaires et pour l'entreprise et qu'on reste aligné sur le champ des valeurs. Si je devais un petit peu caricaturer la vision traditionnelle de la gouvernance, c'est la rangée des frères banquiers dans Mary Poppins, qui à la fin vont reprocher à George Banks d'avoir, 1, mis en danger la santé économique de la banque, et 2, sa réputation. Et c'est vrai que là-dedans, on a eu peu, et il a fallu beaucoup de temps pour que arrivent les sujets de RSE, les sujets de prise en compte des intérêts des parties prenantes externes, les sujets de durabilité. On a eu des petits prémices dans les années 70 avec les discours de Marseille au MEDEF où on disait la responsabilité du chef d'entreprise ne s'arrête pas à la porte de son entreprise. On a eu ensuite, avant ça, on avait eu les prémices de l'arrivée de l'actionnariat salarié et donc l'arrivée dans la gouvernance de représentants des salariés. On a aussi eu des statuts qui sont arrivés. Il y avait très historiquement des statuts de mutualistes, comme chez vous, Emmanuel, des statuts plus récents, comme celui d'entreprise à mission, comme celui de notre cabinet en France, ou d'autres statuts. Mais en tout cas, il a fallu quand même du temps pour que arrive petit à petit, presque à pas feutrer, cette idée que la gouvernance, elle peut s'intéresser à la création de valeur globale de l'entreprise, qui doit s'aligner avec des intérêts qui ne sont pas que ceux de l'axe, quelque part, actionnaire, dirigeant, mais qui vont un petit peu au-delà. Je crois que c'est d'ailleurs l'objet de la discussion de cet après-midi. Merci beaucoup. Et effectivement, alors c'est intéressant parce que vous partagez finalement le propos qui a été aussi évoqué dans la plénière d'ouverture de ce matin sur le fait que depuis les années 70, il y a vraiment un changement de paradigme. Avant, l'entreprise ne s'intéressait pas à ces sujets, c'était plus de son domaine, et maintenant, non. Et donc, on a 2 exemples avec nous, MACSF et les Écoles Parisiens. Peut-être pour commencer par
par vous, Linda. Vous disiez justement, vous m'expliquiez que, au contraire, il fallait quand même que le dirigeant de l'entreprise porte cet engagement, l'incarne presque, c'est ce qui a été dit aussi ce matin. Comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, la gouvernance ESG s'opère chez les Échos parisiens? Bonjour. Alors nous, on a un statut un peu particulier, puisqu'en tant que groupe média, on a notre vie d'entreprise au quotidien avec nos collaborateurs, nos fonctions support, nos parties prenantes classiques d'une entreprise, et on a notre responsabilité en tant que média. Donc vous connaissez évidemment les Échos qui s'adressent plutôt aux dirigeants et le Parisien qui s'adresse plutôt aux citoyens. Donc on a cette responsabilité ESG dans notre gouvernance de comment nos médias portent ces valeurs ESG auprès de nos lecteurs, donc de la société, et comment on porte cette responsabilité auprès de nos collaborateurs évidemment, mais aussi auprès de la société à laquelle on est pleinement intégré. Donc pour notre gouvernance, ce sont deux jambes qui doivent avancer en même temps, et l'une nourrissant l'autre, puisque j'aime bien cette expression qui est de dire ce qui je sais plus comment, la pub. Ce qui marche à l'intérieur se voit à l'extérieur. Voilà. Donc l'ESG, elle commence par ce que l'on fait chez nous au quotidien, avec notre bilan carbone, notre numérique responsable, vraiment la vie ESG de l'entreprise au quotidien, répercutée auprès de nos titres. Voilà, vous avez probablement vu la une du Parisien récemment sur le congé menstruel. Ça, c'est une vraie prise de parole ESG dans la responsabilité ESG de notre gouvernance, ou les Échos qui titrent récemment sur justement l'intégration des leviers ESG dans les conseils d'administration. Donc cette gouvernance, elle doit vraiment prendre en compte à 360 les enjeux RSE de la société, de ses collaborateurs, et par les parties prenantes, il faut entendre évidemment les partenaires, les prestataires, mais je pense que les collaborateurs sont aussi des parties prenantes. Aussi un rôle à jouer, oui, tout à fait, merci beaucoup. Et justement, MACSF, vous avez Emmanuel, vous êtes un groupe mutualiste. Oui. Vous étiez déjà très engagé, vous travailliez déjà avec un écosystème riche. C'est effectivement un peu intrinsèque à la création même de la mutuelle. Alors, MACSF, déjà, c'est pas facile à dire, donc je vous en veux pas. Et encore moins, à mon avis, vous ne savez pas qui on est. Le mutuelle d'assurance du corps de santé français, donc une compagnie d'assurance dédiée uniquement aux professionnels de santé. Et tu as raison, Fanny, parce qu'on se tutoie dans la vie, donc on va continuer. On a été créé fin du 19e siècle, donc c'est intrinsèque, en fait. La création de cette mutuelle, c'est la RSE de façon intrinsèque. On a été créé par un incident, c'était le premier accouchement qui se passait, enfin pas le premier accouchement qui se passait mal, mais en tout cas il a mal fini juridiquement pour les médecins. Et ça les a énormément choqués. Comment moi prendre soin d'une société qui me veut presque du mal derrière et m'intente un procès. Et là ils se sont dit il faut qu'on se protège, Donc intrinsèquement dans notre ADN on a été créé par des professionnels de santé. Donc ce sont les personnes qui nous ont créés, ce sont les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui, ils sont dans nos conseils d'administration et toutes les instances, comités sociétaires, etc. etc. Et c'est ceux qu'on sert également. Donc ils sont à l'origine et à la finalité. Donc, et même si on n'a pas le droit de parler de réglementation, moi je mesure à l'aune de la réglementation que l'on a la chance que j'ai d'être dans une structure intrinsèquement un RSE en fait. Et ça c'est effectivement important. Et puis dans cette volonté en fait d'être un acteur qui sert le monde de la santé, on pousse le curseur à être au-delà du métier d'assureur. Et ça, c'est nos professionnels de santé eux-mêmes qui nous poussent à faire ça. Alors bien sûr, il y a l'évolution des pratiques. Hein. Vous avez eu une médiatisation d'une opération à distance, là, à 8000 km entre la Chine et Bordeaux, je crois. Nous sommes l'assureur en responsabilité civile de ce type de pratique. C'est pas évident d'assurer, de mesurer le risque par rapport à ça. Et pourtant, on sait que c'est quelque chose qui a un intérêt extrêmement fort pour les professionnels de santé. Et par-delà des contraintes économiques ou financières, on peut construire des produits qui, honnêtement, ne sont pas rentables. Et c'est pas grave. Alors, je le dis avec d'autant plus d'aplomb qu'avant, j'étais Société Générale, etc. etc. Donc, des structures qui
pour faire des produits non rentables, il faut quand même se lever un petit peu tôt. J'espère qu'il y a peut-être des gens de la Société Générale dans la salle et j'aurai un plaisir d'évoquer le passé. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas le sujet. On a des professions qui ont des technicités et une complexité diabolique, neurochirurgiens, chirurgiens du rachis, etc. On sait que les risques sont extrêmement élevés. Si on était un acteur rationnel sans tenir compte de l'importance de l'assurabilité pour la société, on n'irait pas sur ce type de profession ou d'assurance. Mais on le fait. On le fait parce qu'au-delà, on a un vrai rôle dans cet écosystème de la santé. Et c'est un des engagements RSE de manière générale. Donc en fait, ce que vous dites, si je résume, c'est que finalement, en impliquant vos parties prenantes, en étant proche d'elles, vous êtes aussi en train de maîtriser votre risque, en train de servir votre métier. Exactement. On arrive effectivement à servir l'ensemble de la chaîne. C'est un peu le sujet, par exemple, du risque médical. Cet exemple-là, c'est typiquement le risque, la notion pour un assureur la plus importante, la centrale. Mais on voit bien qu'en prenant cette mesure du risque médical, en étant un observatoire, une vigie, on peut amener à être des préventeurs et à surtout faire agir. Donc on a, par notre observation, des incidents, des fois très classiques. Alors, je vais vous parler de choses, mais ça arrive très régulièrement. Entre un bloc opératoire et une réanimation, on peut avoir des chutes de brancard. Ne rigolez pas, c'est des risques qui arrivent. Et par cette observation-là, on a pu mesurer et faire modifier des procédures dans les hôpitaux. Et un truc tout bête, plus vous rapprochez les services de réanimation des blocs opératoires, plus vous diminuez la probabilité de chute. C'est très bête. Vous voyez, c'est des choses aussi opérationnel que ça, mais on est en contact avec les ministères, les ARS, parce que la matière que l'on a, elle est conséquente. Donc on voit bien là l'alignement des intérêts, puisque moi j'ai tout intérêt à ce que mes professionnels de santé ne fassent pas d'erreurs, se portent bien. On voit bien le cercle vertueux qu'on a côté assurance. Et c'est bien mieux pour la société et vous, patients. Merci beaucoup. Donc finalement, en fait, ce qu'on se dit là, c'est que les parties prenantes sont finalement le bras, sont ce qui est mis en mouvement. L'action collective des parties prenantes facilite justement le déploiement d'une stratégie durable et de la gouvernance d'une entreprise. Mais concrètement, comment on fait ? Est-ce que Jérémy, dans le cadre de votre accompagnement d'entreprise chez KPMG, vous pouvez nous en parler ? Il y a un binôme qui est absolument essentiel, qui est, je reviens dessus, c'est comité exécutif et conseil d'administration, et en particulier le conseil d'administration. Pourquoi ? Parce que s'il y a un lieu dans l'entreprise où normalement on doit parler long terme, on doit parler résilience, on doit parler valeur au pluriel, on doit parler grands arbitrages sur la création et la protection de valeur, c'est le conseil d'administration. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, alors on a dit qu'on n'en parlerait pas trop, mais quand même, cette fameuse CSRD, parce qu'elle engage la responsabilité des administrateurs, parce qu'elle met sur la table des sujets de long terme, des sujets de durabilité, des sujets de résilience face à des chocs climatiques, nature, pollution et ainsi de suite, et humains, et droits humains, alors ça devient un sujet de gouvernance. Et ce qui est amusant, je vais vous donner 2 indicateurs. Petit 1, sur nos mandats d'audit, on est passé de, grand max 20 minutes pour présenter les résultats de l'audit de la DPEF il y a 2 ans, à systématiquement 1h30 avec un conseil d'administration pour parler des enjeux de durabilité en audit. Et en conseil, quand on accompagne nos clients sur la mise en œuvre de la CSRD, systématiquement, j'ai au moins 30 à 45 minutes minimum devant le conseil d'administration. Et à chaque fois, on y passe plus de temps que prévu. Donc c'est un vrai, je trouve, c'est un vrai signal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, on arrive aussi à poser. En revanche, l'enjeu, c'est de poser les bonnes discussions à ce niveau-là. C'est pas de poser les enjeux, et je crois que ça n'excite aucun de nous autour de cette table, les enjeux réglementaires et de mise en conformité. En revanche, dès lors qu'on arrive à amener sur la table les enjeux de durabilité, de pérennité, on arrive à enclencher une discussion qui est celle de... C'est une discussion que j'avais il y a 2 semaines avec un dirigeant. On est en train de refondre sa stratégie RSE et il arrive à un moment d'existence d'un dirigeant qui est parti from scratch et qui a vraiment bâti un bel empire, qui dit « moi j'ai envie de redistribuer ». Et à un moment je lui dis « ouais, c'est super, mais en fait ça on va le mettre de côté parce que le vrai sujet c'est est-ce que dans 10 ans ou dans 15 ans quand tu vas vouloir transmettre ton entreprise, elle sera encore là ». Or, on a un certain nombre de signaux environnementaux, sociétaux,
qui disent que dans les 10 ans à venir, ton business model, il est mis à risque. Et en fait, il faut qu'on parle de ça. Et on ne va pas parler de ça qu'avec toi, on va parler de ça avec ton comité de direction, et on va parler de ça avec tes actionnaires. Et on a enclenché des discussions d'une qualité exceptionnelle. Sur un autre exemple hyper concret, on travaille sur la trajectoire de décarbonation d'un de nos clients, et en raison d'un certain nombre d'aléas réglementaires sur leur business, ils hésitent à aller au SBTI. Ils se disent, bah non, on ne va pas s'engager alors que les règles de notre secteur sont en train de bouger. Et donc, moi, je suis allé on m'a dit, bah, va parler au comité exécutif pour les convaincre. Et en fait, je suis arrivé avec 2 chiffres. Je leur ai dit, voilà, on a regardé votre chiffre d'affaires. 20% de vos clients, aujourd'hui, ils sont engagés SBTI. Donc, si vous n'êtes pas engagé, vous allez perdre chez ces gens-là qui attendent que vous contribuiez à leurs objectifs. Et vous savez quoi? On a regardé la liste de vos clients sur le site du SBTI qui sont comités SBTI. C'est-à-dire qui ont dit, dans 2 ans, on va déposer un dossier. Bah, en fait, c'est 25% additionnel de votre chiffre d'affaires. Traduction, dans 2 ans, si vous ne bougez pas, 45% de votre chiffre d'affaires est à risque. Et là, subitement, on a eu une super discussion sur les leviers opérationnels de la décarbonation, sur jusqu'où on peut aller, sur quels engagements on peut prendre voilà. Donc, encore une fois, c'est un vrai sujet de direction générale et de conseil d'administration, à condition qu'on amène les bons sujets sur la table et qu'on ne se cache pas non plus derrière des discussions de façade et qu'on rentre vraiment dans une discussion de fond, à la fois sur les valeurs de l'entreprise et sur ce qu'elle veut apporter, sans glisser dans le greenwashing, qui là aussi est souvent une tentation de repeindre gentiment en vert. Non, il faut qu'on rentre dans un certain nombre de concepts, d'éléments d'impact et ainsi de suite. Merci beaucoup. Et justement, ça me fait penser à... Jean-Emmanuel, on en parlait juste devant la porte. Tu es en pleine CSRD en ce moment. Comment est-ce que toi, tu arrives justement à rattacher cet exercice à la valeur, à justement prendre un peu de hauteur et vraiment trouver les bons enjeux? Et est-ce que tu arrives, puisqu'on est sur le sujet des parties prenantes, à mobiliser en interne aussi les acteurs, à les impliquer? Ouais. Au-delà de la réglementation, on parle de gouvernance. Alors, je vais commencer au-delà de la réglementation et je vais arriver sur la CSRD. Au-delà de la réglementation, je vous dis ce cheminement parce que c'est celui qu'on a suivi. C'est-à-dire qu'avant d'être contraint, on était volontaire, et extrêmement volontaire. Et une des parties prenantes les principales, hein, c'est quand même les collègues de l'entreprise. C'est eux qui vont créer justement la valeur et entretenir les valeurs que tu disais, Jérémy. Et c'est clé qu'ils comprennent les enjeux qu'a la RSE dans le modèle relationnel, opérationnel et gain économique ou financier de l'entreprise. Ça, c'est pas gagné parce que on était jusqu'à présent sur des réflexes un peu basiques. Lutter contre les dérèglements climatiques, c'est trier mes canettes à la cantine. Ouais, mais notre levier, il n'est pas là. Notre levier, il est bien plus important, surtout quand on est assureur. Nous, on a 36 milliards d'actifs sous gestion. Les leviers via l'investissement, c'est un sujet extrêmement important. Donc, il faut arriver à faire comprendre ça. Donc, il y a une pédagogie assez importante. Et puis, je vous le disais, on a été créé par et on sert les professionnels de santé. Et c'est tellement ancré que mes collègues ne mettaient pas toutes les initiatives que l'on porte sur le monde de la santé dans la case RSE. C'est dommage parce que c'est quand même 80% de nos actions, on va dire, dans la politique de manière générale RSE. Et ça, c'est un peu M. Jourdain qui le fait sans le savoir. On le faisait sans le savoir. Et on le faisait plutôt pas trop mal, en tout cas en mettant des moyens importants. Donc en fait, embarquer les collègues dans un réflexe au quotidien, c'est un élément clé. Donc pédagogie. La deuxième chose, c'est la responsabilisation. Et on l'a traduit de façon très concrète et opérationnelle avec une direction RSE pléthorique. C'est-à-dire que devant vous, vous avez la seule et unique personne à plein temps sur la RSE. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès, on a longtemps cogité, hein, mais c'était de se dire, si on fait une direction un peu forte, eh bien, les métiers qui n'ont pas forcément envie d'avancer, de se transformer, ils vont regarder cette direction en disant, vas-y, agis, c'est ton boulot. Non. C'est le boulot de chacune et chacun d'entre nous au quotidien. Donc comment tu modifies ton activité pour tenir compte de ces enjeux, puisqu'on a bien compris que les enjeux, RSE n'était plus du domaine du mécénat, de la philanthropie, mais un enjeu de stratégie d'entreprise, et nous aussi de pérennité de modèle, que ce soit sur le monde de la santé ou l'aspect climatique des choses.
Et donc, on a décliné ça ensuite opérationnellement avec une petite boussole, alors très pratico-pratique, mais avec un certain nombre d'items et des questions que je dois me poser. Si je réponds positivement à l'une de ces questions, ça veut dire que j'agis très concrètement, positivement dans le cadre de la politique RSE. Donc ça permet de responsabiliser aussi un peu de déculpabiliser les personnes qui pourraient s'interroger sur le bien fondé de la chose. Donc ça, c'était la partie prenante collègue. Maintenant, la CSRD. Alors, un discours entendu, c'est bien sûr extrêmement bien. Je vais titiller un tout petit peu. Je le fais exprès. Mais la CSRD, c'est une directive transposée dans le droit français multisectorielle, qui ne tient pas compte forcément de l'ensemble des contextes d'entreprise. Moi, j'ai un contexte très particulier. Je suis non seulement dans le monde de l'assurance, donc je n'ai pas de normes sectorielles. Je ne suis pas Veolia, donc ma consommation d'eau n'est pas pléthorique, par exemple, pour ceux qui fréquentent les ESRS. Et en plus, je suis une mutuelle affinitaire. Donc je n'ai pas eu besoin intrinsèquement de réglementation pour me contraindre à agir. Par contre, la CSRD a cela, qu'elle permet de cranter quand même les ambitions. Je ne sais pas vos cultures d'entreprise, j'imagine qu'elles sont diverses et variées, mais en tout cas, ma culture d'entreprise, c'est une culture extrêmement pragmatique, un peu comme beaucoup de mutuelles affinitaires. On est assez peu conceptuel et on aime bien expérimenter. Si on se trompe, on revient en arrière, etc. Pour ceux qui fréquentent les MDR de la CSRD, il va falloir publier des politiques, des cibles, des métriques avec des ambitions affichées à différents horizons de temps. Ça, c'est très dur d'un point de vue de notre culture d'entreprise. C'est très dur parce qu'on perd une partie des marges de manœuvre et de ce qui faisait aussi notre réussite jusqu'à présent. Donc il faut arriver à embarquer là, les parties prenantes, alors le couple dirigeant-conseil d'administration, dans cette optique de se dire je crante justement mes ambitions. Ce que je faisais naturellement, eh bien on va l'écrire, le dire et puis le justifier, l'expliquer. C'est ça qui est intéressant dans la CSRD. Merci beaucoup. Et justement, j'aimerais bien reprendre, vous avez parlé beaucoup de pédagogie, d'embarquer les personnes. Linda, vous êtes justement assez convaincue que c'est avant tout une démarche humaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, absolument. Même si je n'écarte pas la CSRD, on y est soumis évidemment. Vous entendez ? Oui. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que les premières parties prenantes sont celles de l'entreprise et je pense que je prêche un peu pour ma paroisse, mais la principale partie prenante de la gouvernance, c'est la direction RSE. Chez nous aussi, elle est toute petite. Et je suis tout à fait d'accord. Plus elle est petite et plus on est obligé et plus on est amené à collaborer avec les autres parties prenantes de l'entreprise. Et je pense que c'est effectivement la bonne méthode. Pourquoi la direction RSE en point d'entrée des parties prenantes ? Parce qu'elle va être le lien entre, tant de façon descendante que remontante, entre la gouvernance et l'ensemble des collaborateurs du groupe. Je vous l'avais dit, je pense que si on ne met pas l'humain au cœur de ces sujets, on va passer à côté de la solution. Alors oui, la CSRD, mais on le fait pour l'humain, par l'humain, ça moi j'en suis convaincue. Et les principales parties prenantes, ça commence par la direction des ressources humaines, avec laquelle moi j'interagis au quotidien, parce que en interne, ce sont nos collaborateurs et notre richesse, ce sont les collaborateurs. Donc voilà, comment on fait intervenir ces parties prenantes dans notre gouvernance ESG. La direction des services généraux, parce qu'ils sont au cœur du réacteur de notre impact carbone, des véhicules de fonction, de notre consommation énergétique, de l'eau. Alors nous non plus, on n'est pas Veolia, mais on utilise quand même de l'eau. Donc comment on comptabilise tout ça ? Donc les services généraux sont très précieux. On n'en parle pas souvent et je pense que je ne dis pas qu'on fait mieux, mais je pense que remettre un peu au cœur des sujets les syndicats et pardon, ça m'échappe. Merci, les partenaires sociaux, parce que pour comprendre ces inputs de la gouvernance, on peut se retrouver avec ces freins. Donc je pense qu'il faut être pédagogue, les impliquer, leur expliquer quelles sont les démarches ESG du groupe, sachant que c'est dans l'intérêt toujours du collectif. Tout ça piloté par un comité référent.
comment on fait interagir tout le monde, comment on fait se parler chacune des directions, l'objectif étant commun pour tous. Donc ça, c'est pour l'interne. Et pour l'externe, alors, je parle évidemment de ce que je connais le mieux, mais le groupe Les Écoles Parisiens, c'est évidemment Les Écoles Parisiens, mais c'est Radio Classique, Médicis, Mezzo, des salons comme Change Now, comme Vivatech, beaucoup d'événements type Go Entrepreneur, Inclusive Day, autant d'occasions pour nous d'avoir un impact auprès de nos parties prenantes, tant par les exposants que par la façon dont on va amener ces événements. Par exemple, pour Change Now, l'événement a très à cœur d'avoir des intervenants éco-responsables. Donc, il y a une charte fournisseur, il y a un code de conduite, pas de bouteilles plastiques sur les stands. Enfin, voilà, ça peut paraître simple, mais il faut aussi revenir aux basiques et d'avoir cet impact auprès de nos parties prenantes. On a aussi à se nourrir d'eux. En tant que média, on édite des journaux. Non, on ne coupe pas des arbres pour imprimer nos titres. C'est 100% de papier recyclé. Donc c'est aussi nous, auprès de nos parties prenantes, nos fournisseurs, nos fabricants de papier, nos imprimeurs, quel impact on a sur ce scope 3. La livraison de nos titres, j'en parlais avec une consoeur pendant la pause déjeuner. Voilà, c'est vraiment d'impliquer 100% de la chaîne de valeur en interne, en externe, et tout ça étant évolutif, parce que moi je suis convaincue que ces métiers, en tout cas, et ces sujets, on en avait parlé ensemble. Il y a 25 ans, on parlait des nouvelles technologies de l'information. Alors, effectivement, c'était très nouveau. Moi, à l'époque, j'étais juriste et on travaillait sur le code des PTT. Et à l'époque, les nouvelles technologies de l'information, certaines entreprises se disaient j'y vais pas, est-ce que c'est vraiment l'avenir? Celles qui n'y sont pas allées n'existent plus. Je suis intimement convaincue que les sujets ESG sont exactement la même direction. Ça n'est pas une option. Dans la gouvernance, ça fait partie entre performance et robustesse, clairement. Ça n'est pas une option. Comment on se l'approprie, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petites décisions, il n'y a pas de petites parties prenantes. Et plus on est gros, et je trouve plus on a une responsabilité à impliquer nos parties prenantes, y compris celles qui n'ont pas ni les moyens humains ou financiers en interne pour adresser ces sujets. Et c'est aussi de notre responsabilité, et je pense que de faire la RSE, c'est aussi d'embarquer nos parties prenantes pour les acculturer et leur ouvrir des voies justement sur ces évolutions et jeux, quelle que soit la taille de ces parties prenantes. Merci beaucoup. Et donc finalement, vous acculturez vos parties prenantes. Mais comment est-ce que justement l'implication de ces parties prenantes, vous en avez un peu parlé quand vous disiez que vous vous nourrissiez aussi de vos parties prenantes pour votre propre business model, finalement pour faire marcher le média. Comment est-ce que en fait, l'implication des parties prenantes doit créer de la valeur pour l'entreprise et permet à l'entreprise de mieux servir son but? Peut-être que Jérémy, vous avez des exemples d'entreprises que vous accompagnez qui ont réussi cet alignement? J'ai d'abord un exemple qui est nous, en fait, puisque un cabinet d'audit et de conseil, c'est aussi une entreprise. Et on a choisi, par exemple, d'élargir notre gouvernance avec un comité next-gen et aussi avec un comité à mission, puisqu'on est entreprise à mission. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le dialogue qui s'est noué avec notre comité next-gen, il a fait émerger des sujets qui sont des sujets de qualité de vie au travail, qui sont des sujets de parentalité pour les jeunes parents, et ainsi de suite. Et ça a eu des effets extrêmement concrets sur la façon d'accompagner, par exemple, les jeunes parents. Et en travaillant sur la parentalité des jeunes parents, en fait, on travaille sur la rétention de nos talents, on travaille sur leur bien-être chez nous, et on travaille sur leur performance parce qu'ils sont accompagnés et qu'on les prend en compte dans leur entièreté, en fait, d'individus. Moi, je l'ai vécu, j'ai été jeune parent il y a 2 ans, et j'ai pas du tout vécu ces premiers mois de néopaternité comme j'avais vécu l'arrivée de l'enfant précédent plusieurs années avant chez KPMG. Donc ça, élargir la gouvernance, ça permet aussi de faire prendre des pas de côté et de faire émerger des préoccupations un petit peu différentes et d'avoir des niveaux de discussion un petit peu différents. Et c'est la même chose avec notre comité à mission qui vient nous aiguillonner régulièrement sur mais vous avez écrit une mission, est-ce que vous êtes vraiment en train de la mettre en œuvre? Quels sont les marqueurs positif de ce que vous êtes en train de mettre en place? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie? Et avec des acteurs qui sont pas dans notre écosystème, qui sont des clients, qui sont des ONG, qui sont des tiers indépendants, et avec lesquels on engage un dialogue différent. Et je pense que là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans la gouvernance, on peut venir créer des nouvelles poches qui viennent aiguillonner,
amener d'autres regards. Ça me semble assez important. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment, dans la gouvernance, chacun peut être un aiguillon de l'autre. En disant, certains peuvent avoir une intuition, d'autres vont la mettre en œuvre, vont devoir du coup expliquer comment ils l'ont mis en œuvre et quelle est la valeur qui a été créée. On a eu le cas chez un client où il y a un travail qui a été fait avec une partie prenante externe, une ONG, sur un sujet de droits humains dans la chaîne de la valeur. Ça a conduit à un choix opérationnel et financier qui a été de payer la récolte un an en avance, qui a été très challengé par le conseil d'administration, puisque c'est du cash qui part un an en avance. Mais en fait, quand ensuite les résultats ont été amenés par des indicateurs très clairs, montrant que en fait, ça créait de la valeur à court terme, puisque ce choix-là, il a détérioré la position de BFR à un instant T, et en fait, un an après, il a créé du cash flow positif. Parce qu'il y a eu un certain nombre de mécanismes opérationnels qui sont mis en place. Et donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment l'écoute des clients, l'écoute des acteurs autour de l'entreprise localement permet de faire aussi remonter un certain nombre de préoccupations et de réaligner, on parlait d'alignement des intérêts, et comment ça permet de réaligner et donc de rendre beaucoup plus robuste, je dirais, la pérennité du modèle dans le temps ou d'en changer des paramètres pour que ça devienne plus robuste. Voire changer le modèle économique d'entreprise. Vous avez vu des exemples comme ça? D'entreprises qui se réinventent complètement? Non, on n'en a pas encore des entreprises, très honnêtement, qui se réinventent complètement. Par contre, des entreprises qui changent des paramètres déterminants de leur business, oui, on en a. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, c'est parce qu'on amène la discussion de la RSE, comme vous le disiez, Emmanuel, non pas, et Linda, pas comme une obligation réglementaire, pas comme une case à cocher ou comme une façon de dire qu'on finalement on n'est pas si méchant que ça et on n'est pas si impactant que ça, mais quand vraiment on repositionne la projection en fait du modèle d'affaires dans le temps, quand on a des vraies discussions sur les paramètres en fait du business, alors on arrive à les changer. C'est ce qu'on est en train de faire avec un de nos clients sur la décarbonation. On est en train de remettre en cause un sacro-saint principe de leur métier en doublant un des paramètres. Et en fait, ils se sont rendus compte, parce qu'ils écoutent régulièrement leurs clients, qu'en fait, ça rejoignait par ailleurs les attentes de leurs clients et que ce n'était pas si impossible que ça à faire. Alors que les commerciaux disaient « Ah non, jamais, on ne va jamais pouvoir aller vendre ça aux clients ». Et les points d'écoute en fait, avec les clients ont démontré que finalement, ce n'était pas si infaisable que ça. C'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez des exemples, justement, Linda, peut-être au sein du groupe Les Écoles Parisiens, justement d'attente, de points d'écoute que vous avez pu entendre, et comment est-ce que vous avez changé le modèle ou vous avez cherché à répliquer ça, et comment est-ce que ça peut être un vecteur de performance chez Les Écoles Parisiens? Quels bénéfices on tire en fait finalement de mettre en place cette gouvernance ESG? Alors, moi, je ne suis pas là-dessus, je suis pas dans le groupe depuis suffisamment longtemps pour vous dire s'il y a des gros changements qui ont été faits. Je sais que c'est enclenché depuis 2019 et que c'est une performance continue. Je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, que je ne suis pas sûre d'avoir bien comprise, mais en tout cas, vous dire que ce qui a pu changer et les engagements forts de notre gouvernance, les membres de notre COMEX sont incentivés. Leur rémunération est incentivée sur leurs objectifs RSE. Donc ça, c'est une réalité, c'est concret. Ils sont tous engagés. On a une démarche développement durable qui a été éditée, qui a été rédigée par notre COMEX. Donc ça vient vraiment... C'est pas une posture. Et de toute façon, je pense que les collaborateurs ne peuvent pas s'embarquer, ne peuvent pas y croire s'ils sentent que c'est une posture. Donc le changement, il est enclenché parce qu'il est incarné, et ça, je pense que c'est important aussi, d'incarner la parole, d'incarner ce que l'on prône. Et chez nous, la particularité, c'est que ça se voit très facilement parce que c'est le reflet dans nos titres, sur nos chaînes de radio, à la télé, dans nos titres, sur nos salons. Donc cette incarnation, elle est véhiculée. Et si ça ne part pas de la gouvernance, on ne peut pas le retrouver de façon concrète dans les différentes marques du groupe. Et de votre côté, MACSF, est-ce que vous avez pu, Emmanuel, observer aussi des bénéfices justement de la mise en place de cette gouvernance, et au contraire peut-être des limites aussi, des moments où vous avez du mal à embarquer certaines parties prenantes, internes, externes?
Alors, là, effectivement, quand on est sur notre territoire du monde de la santé, on n'a aucun mal à embarquer et à se nourrir les uns des autres. Je prends un exemple, par exemple, sur les parcours de santé sur le territoire. Comment, aujourd'hui, répondre à la sous-densification, donc aux déserts médicaux, si je vais en caricaturant, la coordination soins de ville, hôpital. Ça, on a eu ces remontées-là de nos parties prenantes, que ce soit clients final, nos commerciaux, pour le coup, nous remontaient aussi ces difficultés à aller dans ces zones et à toucher les médecins, mais aussi les spécialistes. Et comme on est un institutionnel, on a des contacts effectivement avec les collectivités territoriales et qui nous remontaient exactement le même besoin. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les axes sur lesquels on pourrait agir. Et là, c'est des axes qui sont... qui sont très différents. Alors, on pense toujours à l'axe investisseur, parce qu'effectivement, c'est pas saugrenu qu'une partie de l'argent des professionnels de santé revienne au monde de la santé. Donc, investir sur des solutions qui permettent un meilleur maillage de la télémédecine, une optimisation du temps médical pour accélérer les diagnostics, etc. Nous, on investit énormément dans ce champ-là, hein. On a plus de 2 milliards d'investis vraiment dans le tissu économique et social du monde de la santé. Donc, et ça, c'est un vrai engagement qu'on a pris, mais lié aux problématiques de terrain. Mais on nous remontait aussi souvent des problèmes de recrutement. On a une maison de santé, un gros cabinet, par exemple, dans une ville, et il n'arrive absolument pas à recruter soit des collaborateurs, soit des remplaçants. Et nous, par ailleurs, on a 1 200 000 clients, on parle à tout le monde, donc on a ce vivier-là. Il suffisait juste qu'on mette en relation, qu'on joue ce rôle de facilitateur et qu'on mette en relation les différents acteurs. Nous, on a tous les contacts avec les syndicats de jeunes, d'étudiants, etc. Et donc, ça permet d'avoir créé 2 choses. Un, la mise en relation de grandes maisons de santé qui a besoin de collaborateurs avec les syndicats jeunes du coin. C'est bizarre, hein, ils ne se parlaient pas. Il fallait quelqu'un qui les mette en intermédiaire. C'est aussi bête que ça, mais ça a fonctionné. Et là, je ne vous parle même pas d'assurance, on ne vend rien là, hein. Et puis le deuxième exercice est également très très pratique. Le Bon Coin, tout le monde connaît. Les petites annonces, tout le monde connaît. On s'est dit, on va faire la même chose. On a 1 200 000 clients, donc un vivier important, et on a mis en place ce service en fait où les gens se mettent en relation via notre site internet pour trouver à la fois des collaborations, des sous-locations, des disponibilités de cabinets médicaux. Et on voit bien que là, ça répond à une problématique, parce que si j'arrive à recruter un collaborateur ou un remplaçant, ça veut dire que mes patients auront des rendez-vous pendant que je ne serai pas là. Si j'arrive à sous-louer mon cabinet, ça veut dire qu'il va être occupé 5 jours plutôt que 4, etc., etc. Et ça fonctionne très très bien. Et bien sûr, dans le modèle économique, c'est 0 pour nous, aucune commission. On ne sait même pas si les transactions ont été faites derrière. Mais c'est le but du jeu. On est des facilitateurs, des entremetteurs. Avec la promesse in fine que ça soit un effet de cascade positif. Exactement. Sur votre modèle économique. Mais justement, c'est ça qui est intéressant et qui était abordé aussi ce matin, c'est que finalement, aujourd'hui, ça, on ne le mesure pas forcément. On n'a pas forcément justement la mesure tangible qui nous permet de nous dire ok, cette valeur extra-financière, je l'ai créée au travers de l'alignement des intérêts de mes parties prenantes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, parce que je vois que peut-être vous interrogez chacun sur justement les bénéfices. Comment est-ce que finalement, au travers de la gouvernance ESG et de l'alignement des intérêts des parties prenantes, on arrive à créer de la valeur, même si on n'arrive pas forcément toujours à le mesurer. Peut-être chacun nous dire un conseil pour les personnes qui nous écoutent avec lequel partir. Jérémy, si vous voulez peut-être... On peut bien sûr pas passer à côté de ce fameux binôme que j'ai évoqué à plusieurs reprises, parce que c'est le lieu où on vient discuter, on vient travailler sur le long terme. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté d'intégrer dans la gouvernance d'autres acteurs qui soient internes, comme vous le disiez, ou externes, hein. Je pense à ce qui se fait de plus en plus avec des comités de parties prenantes, voire même avec des comités de critical friends, pour avoir des éclairages, pour avoir des cordes de rappel. Moi, j'ai un exemple hyper concret. On termine, encore une fois, une fameuse double matérialité. Et de toute évidence, on a un client qui ne veut pas parler du sujet de l'eau, alors que c'est un sujet... c'est l'éléphant dans la pièce. Il ne veut pas en parler.
il explique qu'il a tout un tas de rapports qui expliquent que ce n'est pas un sujet, sauf qu'en fait, quand on part en entretien de parties prenantes externes, toutes sans exception, les investisseurs, les clients, les fournisseurs, les politiques locaux, tout le monde dit mais pourquoi vous ne parlez pas de l'eau? Et là, les dirigeants, ils n'ont pas le choix en fait, de dire que ah ouais, en fait, c'est un sujet, l'eau, il va falloir qu'on le traite. Et donc c'est cet aiguillon, et deux, ce pas de côté qui permet de faire émerger de nouveaux sujets, des nouveaux angles pour traiter les sujets. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça vient concourir, un, à la durabilité d'une entreprise, et deux, à ne jamais oublier que si on veut garder cette durabilité, c'est au sein de ce fameux donut économique, c'est-à-dire qu'on est à la fois conscient de nos limites physiques externes, mais aussi des seuils, des planchers sociaux en dessous desquels on ne veut pas descendre, et vraiment de travailler sur cette bande vivable. Et pour ça, on ne peut pas le définir dans un salon feutré. On est obligé de s'ouvrir aux parties prenantes externes et de venir écouter tout ça. Merci. Moi, je pense qu'il faut peut-être se poser une question. Quelle est la raison d'être de l'entreprise dans cette course à la performance, au chiffre d'affaires qui a fonctionné, bien ou mal, mais en tout cas, le constat aujourd'hui est qu'on a raté quelque chose. Peut-être prendre le temps, effectivement, de ce pas de côté, de la gouvernance, des parties prenantes internes et externes, et de se reposer la question, quelle est notre raison d'être? Juste peut-être lever la tête 2 minutes, respirer, et de se dire où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, et quels moyens responsables on se donne pour atteindre cet objectif. Je pense que quand on a répondu à cette question, là, on a un plan de route et une feuille de route déjà bien tracée, et avec tout à faire probablement, mais je pense qu'il est urgent de se poser cette question. Mais c'est le sens de la loi Pacte de 2019. Et donc, Emmanuel, peut-être? Oui, alors, l'aspect pédagogique, on croit toujours qu'en fait, nos messages sont passés, compris, et qu'on n'a plus besoin de revenir sur le sujet. Mais quand on ouvre justement à toutes ces parties prenantes, internes, externes et de différents horizons, on s'aperçoit qu'il est toujours bon de réexpliquer, re-questionner la raison d'être, re-questionner notre système de valeurs et notre création de valeurs. Alors c'est vrai que des fois, quand l'entreprise est bien au centre de ce qui l'a fondée, c'est plus simple, mais on voit qu'on a besoin de revenir sur ces sujets-là régulièrement. Et du coup, faut pas que... Alors, une phrase qui commence comme ça, c'est pas facile, mais ne pas se faire emprisonner par une réglementation qui vous dirait d'être conforme à telle ou telle chose. L'exercice de la CSRD, il est très bien si on garde l'intention et l'état d'esprit du texte, c'est-à-dire qui était d'essayer d'intégrer justement ces enjeux RSE dans les stratégies d'entreprise, notamment pour celles qui étaient un peu plus en retard par rapport au sujet. Il ne faut absolument pas qu'on soit collectivement dans un exercice de conformité. Et quand je dis collectivement, je ne sais pas s'il y a des amis auditeurs dans la salle, mais amis auditeurs, aidez-nous à rester dans l'intentionnalité et l'état d'esprit du texte. Aidez-nous à rester dans la stratégie d'entreprise et pas dans la conformité pure et dure d'un texte où quelquefois on peut discuter sur des micro-sujets et on passe à côté de l'essentiel. Donc moi, en tout cas, c'est pas un conseil que je vous donne, c'est un conseil que je me donne pour les prochains mois. Merci beaucoup. On retiendra raison d'être, faire un pas de côté, effectivement, et finalement incarner cette transformation pour vraiment l'ancrer dans le modèle économique de l'entreprise et en embarquant les bonnes parties prenantes qui sont finalement les vecteurs, les acteurs de ce changement. Merci à tous les trois. Ah oui, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a 2 minutes, donc 1 minute avant la fin. Oui. Ça, je ne peux pas vous en parler. Mais c'est bien de savoir qu'un COMEX est incentivé sur la performance extra-financière. C'est un bon exemple. D'autres questions? Moi, je peux vous donner un exemple, même si ce n'était pas mon secteur qui était visé, j'imagine que vous n'êtes pas dans les assurances, mais on a aussi un COMEX qui est incentivé et une part de rémunération variable. C'est notamment sur les instruments financiers, Green Bond et toutes les couvertures ESG.
que l'on met en place. Donc il y a un vrai indicateur quantitatif pour transformer la manière dont on investit les moyens de l'entreprise. Merci. Est-ce que d'autres questions dans ce bon ? Bon, bah, merci beaucoup.